Radio Tennis Play. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, les joueurs sont prêts. Un petit peu de silence. Merci. Des retournements de situation, des épopées échevelées de plus de 5 heures, des surprises, des moments de grâce, des révélations, un Nadal plein gaz, un Djokovic et un Federer hésitants, mais toujours là, un Tsonga inattendu qui rejoint Jean Borotra dans l'histoire, un Federer fidèle au poste. Ces internationaux de France 2012 sont absolument formidables. Nous avons une toute petite heure pour discuter de tout ça et nous nous projetterons aussi sur ce qui va peut-être se passer ou pas d'ici dimanche prochain. À mes côtés cette semaine, une demoiselle dont la ténacité, la paire de jambes et le sens du jeu étaient le cauchemar de ses adversaires, c'est Camille Pain. Salut Camille. Salut à tous. Si tu ne devais retenir qu'une image de cette première semaine de Roland-Garros, ce serait quoi ? Je dirais l'incroyable tournoi de David Goffin et notamment sa victoire contre Arnaud Clément qui est un moment d'émotion pour la fin de carrière d'Arnaud et une émergence d'une nouvelle star. Pour moi, c'est le moment fort de ce Roland-Garros. On y reviendra sur David Goffin. Notre capitaine de toujours, Jean-Paul Lotte, est là. Salut Jean-Paul. Bonjour Camille. Bonjour Jean-Paul. J'ai oublié de parler de sa beauté. Quel galant homme. Alors, une image de cette première semaine du tournoi. 2-0 pour la France contre la Serbie. Ah non, ça c'est le football, pardon. Excusez-moi. Non, la belle image pour ce qui me concerne, c'est évidemment Clément qui met à genoux un gamin de 25 ans et qui l'oblige à abandonner sur une balle de match. J'avais jamais vu ça. Quelqu'un qui abandonne sur une balle de match. Je me demande même comment ce joueur n'a pas eu la présence d'esprit de se mettre sur la ligne de fond et de servir à la cuillère. Ouais, c'était étonnant. Donc il était fini, cuit. Voilà. Jean-Paul évoque le match du premier tour qui a mis aux prises Alex Bogomolov, Arnaud Clément, le joueur russe abandonnant sur la balle de match, perclus de me reste dans la tête. Son blog est l'un des plus suivis par les fans de tennis. C'est Eli Weinstein dont c'est la première visite ici, Eli de We Are Tennis. Salut à toi, cher Eli, bienvenue. Alors, bonjour, merci de me recevoir. Qu'est-ce qui t'a marqué cette semaine à Roland-Garros lors de cette première semaine ? Tout simplement Isner-Mathieu, le match de la folie. En fait, il y avait deux choses, mais non, c'est Isner-Mathieu, c'était incroyable. Ambiance extraordinaire, fin de soirée à Roland, mythique sur le cours Philippe Chatrier, comme on l'aime. Avec en plus une victoire de Polo sur John Isner qui se cherche un peu. On y reviendra aussi sur Paul-Henri Mathieu dans cette émission, évidemment. Il est déjà nostalgique, car ce Roland-Garros 2012 approche de son terme. C'est évidemment mon cher Julien Pichenet. Qu'est-ce que tu vas nous inventer comme image de la semaine ? Tout a été pris, Mathieu, Goffin, Clément. Il y a de quoi faire cette semaine, Heureusement qu'il me reste la décontraction de Benoît Paire, qui m'a beaucoup plu. Il n'a passé qu'un tour contre Ramos avant de perdre contre Ferrer. Il parle de Benoît Paire toutes les semaines. Mais le matin de son premier tour de double mixte, il ne savait même pas qu'il était programmé en double mixte ce jour-là. Ah oui, je joue aujourd'hui, nous a-t-il dit. Donc ça nous a en beaucoup, seconde semaine, le ça mixte, nous a beaucoup amusé. Et cette décontraction, je la retiens parce qu'elle est un petit peu atypique aujourd'hui dans le monde du tennis. Voilà, les acteurs sont en place, le menu est copieux et même très copieux. Radio Tennis Play, saison 1, épisode 18. C'est parti. Radio Tennis Play. Madame, messieurs, j'ai découpé cette conversation spéciale Roland-Garros en 4 thèmes. La folle semaine du tennis français, la révélation David Goffin, il faut qu'on revienne sur ce joueur qui est absolument formidable. 3e sujet, un tournoi féminin sans dessus-dessous avec l'essentiel des favorites qui sont déjà éliminées. Et puis, nous conclurons par vos prévisions sur la fin du tournoi. Allez, on attaque avec la folle semaine du tennis français. On va bien sûr commencer par évoquer la performance de Paul-Henri Mathieu. Tu en parlais, Eli. Personne n'est encore revenu de sa performance. Il y a 15 mois, Paul-Henri Mathieu ne savait pas s'il rejouerait un jour au tennis. Et il a réalisé un Roland-Garros absolument incroyable. Qui veut attaquer là-dessus ?
Moi, je suis alsacien, alors Eh priorité. oui, bah alors, bah voilà, priorité, On va priorité. forcément parler de Paul-Henri. On est dans le domaine du surnaturel. Münster, mais oui, Oui. Münster a prouvé il y a, je ne sais pas, 20 ans qu'on pouvait revenir au tennis en jouant pendant 2 mois sur une petite charrette qu'il s'était fabriquée pour faire des volets, des coups droits à mi-court Ouais, parce ouais. qu'il ne pouvait plus se déplacer. Il n'a pas passé beaucoup de temps. Oui, C'était bon, un peu monsieur, pour un la petit photo. moment. hein. Non, il y a passé un petit moment. Non, je connais bien Thomas. Jean-Paul était là. Ouais. Non, et il a vraiment, brise pas tous les vraiment mythes, été dur. Christophe. Non, mais c'est épouvantable ce Christophe. Le matin, comme ça, veut déjà, il a détruire tous commencé les par nous dire qu'il n'y avait plus de femmes dans le tableau, alors qu'il reste toujours la 2e tête de série et On la y 4e. viendra, Jean-Paul. Non, mais c'est remettre On les ira. choses en place. Et puis, bon, donc ce retour de Paul-Henri, qui a tout de même une opération du genou avec une résection osseuse, etc. Ah bah oui, on lui a cassé la très, jambe. très, très Pour lui difficile. réaligner des os. Allez, 6 chances sur 10 de ne plus jamais jouer. Et non seulement il rejoue, mais à mon avis, il joue peut-être mieux qu'il ne jouait avant parce qu'il est débarrassé de quelques démons au niveau de sa tête. Et il est certain que si ça tient, on va retrouver Paul-Henri Mathieu dans les 20 premiers jours du monde. Il faut quand même rappeler ce qu'a fait Paul-Henri Mathieu. Il a joué au premier tour contre l'Allemand Björn Fau. Il était mené 2 manches à rien. Il est revenu, il a gagné. Au deuxième tour, il a affronté John Isner. Les 2 joueurs se sont retrouvés au 5e set. Et là, il y a eu un 5e set absolument ahurissant. Isnerien, voilà. On peut dire ça Mais comme tout. ça. Absolument. Remporté 18-16 par Polo après 5 heures et 41 minutes de jeu. Et c'est rare qu'on gagne contre l'Américain au 5e set, Oui. parce que son service, il le tient toujours et souvent, il prend celui des autres. Enfin, à différentes reprises, il a gagné le 5e set. Mais on dit souvent de lui qu'il a plein de coups et tout ça, mais ce qui s'est passé dans le dernier jeu, quand Polo break et gagne, c'est que le service, il l'avait plus. Ça avait à 170 Ça km/h. faisait 2 jeux de service qu'effectivement, Mais là, le dernier, il c'était avait vraiment critique. baissé en Il vitesse. n'avait plus de canne, il ne pouvait plus pousser. Non, mais il était cuit. et tout donc, simplement. c'était terminé. Et sauf que par rapport à son match contre Nico Mahut à Wimbledon, là c'est sur terre battue, donc Ouais. forcément 5-7 sur terre battue pour Isner. Je pense qu'au niveau des jambes, au niveau de l'intensité, c'était une autre paire de manches pour l'Américain. Mais en tout cas, à souligner surtout, je ne sais pas Jean-Paul, mais l'exploit de Polo, ça a été mentalement de tenir. Quand on a fait très peu de matchs pendant 1 an, on peut bien travailler physiquement pour se remettre, mais mentalement de rester concentré, parce que contre un John Isner, contre les grands serveurs, il faut être concentré sur chaque point, ce qui est épuisant pour la plupart des joueurs. Et pour quelqu'un qui n'a pas joué pendant 1 an et demi, c'est juste pour moi l'exploit le plus gros de Polo sur ce En Grand match. Chelem, il n'avait pas joué depuis Wimbledon 2010. Et là, il enchaîne 3 matchs en 5-7. C'est ça. Après, il avait quand même joué à Montpellier, il avait joué Oui, à... bien sûr. Bien Et sûr. pas en Il avait 5-7. joué- Non, Non, mais c'est bon, un autre ouais. rythme, Il une n'a autre pas repris le intensité. tennis la semaine Ah ouais, dernière. ça aurait été un Voilà. possible, Non, non, mais bien sûr, ça a il été quand même repris en très... début d'année. On peut Très rappeler court. qu'il s'est ensuite incliné au 3e tour face à l'Espagnol Marcel Granollers. Là encore, en 5 manches. Donc ça a vraiment été formidable parce que là encore, il a remonté de 2 manches 0. Il était mené. Bon, finalement, il s'est incliné en 5 faisant manches. des choses extraordinaires, c'est-à-dire en allant cueillir quasiment la totalité de ses points à la volée au 4e set, chose qu'il n'affectionnait pas particulièrement. C'est vrai. Je vais revenir sur Isner, là, parce que souvent on parle de ce qu'un service peut faiblir à cause des jambes. Un service peut parfaitement se jouer à 200 à l'heure sans une grosse poussée des jambes. Ce qui m'a étonné, et là j'ai pas de réponse, c'est que malgré tout, il arrivait toujours à tourner autour de son revers. Il arrivait encore à cartonner. Les grandes courses, il les faisait plus facilement. Il était un peu pris. Mais comment est-ce qu'on peut frapper aussi fort en coup droit en revers sur une fin de match et ne plus servir parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai qu'on ne sert pas parce qu'on n'a plus de jambes. Non, mais dans le On peut dernier rester jeu, droit debout et il balancer tapait avec plus le rien, bras. hein. Comment Dans le dernier jeu, il avait quitté le stade. Ouais. Il n'y avait plus personne en face. Il fallait juste que Polo remette la balle dans le court, chose qu'il fait assez bien. Oui. Moi, ce que je trouve formidable, c'est que Paul-Henri Mathieu ait remporté un grand match, un grand combat à Roland-Garros. C'est un joueur, il faut le dire, qui a un petit peu l'image du loser magnifique parce qu'il a perdu plein de grands matchs, notamment à Roland-Garros. On se souvient du match contre Cagnas, on se souvient de son match contre Agassi. Il y a les 4-7 terribles contre Raphaël Nadal. 4-7, mais 5 heures. En Coupe Davis. Et bon, donc, évidemment, Youzny Des en mauvaises finale, langues en qui finale de la... surnomment, Polo la loose. Voilà. C'est Et Bonjour. là, en plus, à l'heure où il a pu faire un score formidable à la télévision, il y avait plus de 6,5 millions de gens devant leur poste. Il a remporté un énorme combat. Je trouve que c'est vraiment super Un pour lui. Alsacien. Et puis en plus, personne C'est du sérieux. personne le voyait gagner ce match. Quoi. Déjà, personne ne le voyait au 2e tour, tout simplement, je pense. Et personne ne le voyait taper Isner à 18-16. C'était 18-16, je crois. Ouais. 18-16, enfin, c'est
improbable. Alors le premier coup de tonnerre du tournoi, il avait été donné par Virginie Razzano. On va passer au tableau féminin qui, alors là, encore plus incroyable, bat Serena Williams qui était arrivée à Roland-Garros avec une série de 17 victoires sur terre battue. Elle est menée 1-7, 5-1 dans le tie-break. Et alors là aussi, c'était quelque chose un petit peu d'irréel, voire de surréaliste, hein, Jean-Paul. Moi, j'aime la réponse de Camille. Je l'ai déjà entendue, je veux qu'elle la refasse. Ma réponse ? Oui. Attends, si je dis pas la même, lance-moi, on ne sait jamais. Parce qu'en fonction avec qui je suis. C'est une merveille de victoire, quoi, parce qu'elle est à 5-1 au deuxième set. C'est à 5-1 au deuxième set, et après 5-1 dans le tie-break. Elle est dans le tie-break, et puis donc elle revient dans ses eaux, ce qui prouve que le tennis, bien qu'étant pratiqué par des êtres surhumains, comme on a souvent eu l'occasion de le dire à propos de Serena, eh bien cet être surhumain, à un moment donné, revient sur Terre, il se retrouve dans un stade qui est favorable à la joueuse française, qui revient, qui se bagarre, elle rate un peu, Serena, puis au fur et à mesure, Razzano, qui n'a plus rien à perdre, fout ses coups dans le court, et l'autre rate de plus en plus, et puis le match tourne, et ça devient épique parce qu'elle bat là... favorite du tournoi, quoi, sur le coup. Oui. C'est exceptionnel. Et le soir tard, il y a eu combien de matchs tard le soir avec les Français? Ils ont fait toute la première semaine. Tous les soirs. Tous les soirs. C'était un peu le... C'est génial. Oui, c'était le programme du soir. Mais c'est vrai que Virginie, c'est une joueuse... Je ne sais pas si Serena avait vraiment... à l'esprit que Virginie pouvait la battre, parce que Virginie, c'est une joueuse qui peut perdre contre tout le monde, entre guillemets, et battre tout le monde. C'est une joueuse très dangereuse quand elle est surtout dans des moments, justement un peu comme Schiavone, et pas dans l'attitude, mais dans les grands moments, elle adore ça, et en fait la pression la galvanise, la transcende. Et donc c'est pour ça qu'en Fed Cup, c'est un pilier de l'équipe de France, qu'elle joue toujours très bien. Et dans les grands moments contre les grandes joueuses, elle arrive en fait à se canaliser, à être très agressive et en élevant son niveau de jeu. Et je pense que Serena, elle s'est un petit peu peut-être fourvoyée là, quand elle a mené, qu'elle a un peu raté. Elle s'est peut-être pas rendue compte que, elle sait qu'elle a déjà battu sa sœur. Hein. Virginie avait battu Vénus, notamment à Tokyo, sur les tours qu'elle a pu gagner. Et c'est une joueuse très dangereuse. Et je pense que Serena l'a joué un petit peu tranquille à un moment. Et puis, comme tu as dit, Jean-Paul, le match s'est mis à tourner. Et là, Virginie, une fois qu'elle était relancée, elle est partie. Et je pense que Serena, elle est encore en train de se demander ce qui s'est passé. Quoi. Vous avez compris pourquoi je voulais que Camille prenne la parole. C'était lumineux. Cristallin. Il y avait un truc bizarre, c'est que quand Serena perd le premier set, elle pleure quand même sur la chaise. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Oui, c'était assez étonnant. Ouais. Je ne sais pas pourquoi, mais elle a pleuré. Oui. On lui a posé la question en conférence de presse. Écoute, j'ai pas vu. Je crois pas, et j'ai pas vu de réponse. On peut se demander s'il n'y avait pas quand même quelque chose qui allait pas, parce que c'est un peu bizarre quand même de pleurer à la fin du premier set. Je veux bien qu'elle soit déçue, mais il faut pas exagérer quand même. Puis c'est Serena Williams. Hein, elle pleure de bonheur à la fin du premier set. Le premier set, elle le gagne, facile. Donc elle pleure de plaisir. Non, je sais pas. Non, quand elle perd. Alors non, c'est quand le second alors. Ah non, non, ça y est, je me souviens. C'est quand elle perd le second, absolument. Ouais. Et un camarade journaliste, je ne sais plus qui c'était dans la tribune de presse, me dit « Ah mais non, mais c'est pas très grave, elle doit considérer qu'elle joue pas très bien, donc elle est un petit peu embêtée. » Oui, ça peut arriver. Argument un peu léger. Oui. Se pleurer quand même en plein match. Pas d'excuse, elle s'est fait tailler en pièces par Razzano. Ce qui est intéressant, c'est que le tennis pratiqué dans le troisième set a été un tennis un petit peu crispé. On a vu quand même des fautes étonnantes, des doubles fautes sur des balles de match. Il faut évoquer les histoires des crampes aussi quand même. Des crampes de part et d'autre. Enfin bref, les cris de Virginie. Le plus beau des tennis, c'est ce que je trouve merveilleux, c'est qu'on peut produire une émotion fabuleuse sans produire le meilleur des tennis, parce que ça a été le match le plus émouvant de ce Roland-Garros. C'est la raison pour laquelle les Français aiment particulièrement jouer, parce que ce sont des ambiances de Coupe Davis. Et le public, à partir d'un certain moment, n'a plus rien à faire de la qualité du match. C'est la dramatique qui l'intéresse. Et ces matchs qui ont eu lieu... avec un dernier jeu de 23 minutes quand même. Le match de Arnaud n'était pas non plus fabuleux, quoi. Il servait, il gagnait son service, il perdait 40-0 le service de son adversaire. Enfin, c'est ça, les grands matchs de tennis en fin de journée. La qualité du match passe en second, quoi. C'est la dramaturgie qui est magnifique. C'est paradoxal et injuste, parce que celui qui joue le mieux dans ce Roland-Garros 2012 n'a ému quasiment personne. J'ai pas cité de nom, j'ai rien. Est-ce que tu vas en parler, Julien? Non, on en parlera tout à l'heure. C'est paradoxe. On est en thérapie de groupe là aujourd'hui. J'y peux rien.
Alors, on va descendre un petit peu crescendo hein, après Isner-Mahut, après le match de Virginie Razzano face à Serena Williams. On peut aussi évoquer dans les grands moments d'émotion les adieux d'Arnaud Clément, évidemment. Cette fois, c'est sûr. Hein. Ouais. Santoro a joué 7 fois son dernier Roland. Arnaud, il est carré, je pense. Arnaud, quelqu'un d'organisé. Il allait jouer Wimbledon et après, sans doute. Il a demandé une wildcard pour Wimbledon. S'il l'a pas, je pense qu'il jouera les qualifs. Et après, il nous a dit, je sais pas si j'en jouerai d'autres. Donc on va voir si Arnaud s'arrête. Il a l'air, on l'a tous dit, mais on a tous pleuré. Il dit ah bon, mais je suis super content. Ah bon, pardon. Oui, il n'a pas l'air de vivre ça non, de je lui ai dit, façon attends, il y a un petit retour de manivelle, mais... Vous avez vécu, si vous étiez en conférence de presse après sa victoire. Ah bah oui, il a eu des crampes, le malheureux. Ouais, il a fait une Nadal en conférence de presse, c'était mythique, un grand moment. Avec tous les journalistes radio qui attendaient de sauter sur lui comme des vautours. Et ils n'ont jamais pu, parce qu'il s'est fait traiter par le kiné, puis après ils l'ont pris et ils l'ont évacué vers les vestiaires. C'était drôle. Donc, presque. On peut résumer ce qui s'est passé. Arnaud Clément, 134e mondial, wildcard, il tire Alex Bogomolov. 34 ans. Ils font un 15e Roland Garros. Je ne vais pas le rappeler, ça, Jean. Ils font un match de dingue. Et ça se termine par un épisode absolument incroyable avec Bogomolov à la fin du 5e, perclus de crampes et qui, au moment de la balle de match en faveur d'Arnaud Clément, ne peut plus bouger, si ce n'est d'avancer de quelques pas et de tendre le bras et de serrer la main à Arnaud Clément. Moi, je n'avais jamais vu ça. Jean-Paul. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure dans mon image de la semaine. Voilà. Mais ce qui m'a étonné davantage, c'est qu'on retrouve sur le court de tennis des gens qui ont des crampes à la sortie d'efforts fantastiques. Comme Dimitrov, il a eu des crampes aussi c'était encore plus dramatique. Contre Gasquet. Ouais. Et on ne voit plus jamais ça sur les terrains de foot, même après 2 quarts d'heure de prolongation et des matchs démentiels. Alors, en tennis, c'est relativement rare, finalement. On en voit encore. Il y a des gens qui... En Australie aussi, quand même. En Australie, cette année. On les voit avec les jambes qui sont raides et puis qui commencent à aller un petit peu vers la chaise d'arbitre. Donc, ça me convient assez. C'est pas une question de mauvais entraînement ou de surentraînement. C'est qu'à un moment donné, l'organisme perd beaucoup d'eau. Puis, il faut des selles. Et puis voilà, ça fait partie du jeu. Arnaud, qui est physiquement un monstre, a eu des Il crampes. Il a eu, mais il y en a eu d'autres. J'en ai vu sur des cours secondaires. J'ai vu des joueurs qui se sont tenus les jambes et qui n'étaient pas si bien. Alors, au tour suivant, Arnaud Clément s'est retrouvé face à la révélation de ce tournoi, le Belge David Goffin. On peut dire que Arnaud Clément a poussé David Goffin aux 5 manches, hein, parce que au début, on ne savait pas si on pouvait dire ça dans ce sens-là ou si ça pouvait être l'inverse. Et puis là aussi, on a eu un très joli moment d'émotion, avec à la fin une petite cérémonie pour justement célébrer ce 15e et dernier Roland Garros d'Arnaud Clément. Et puis les mots très gentils de David Goffin pour Arnaud Clément. Comment vous avez vécu ce moment ? Moi, je vous le dis, ça me fait bizarre de voir Arnaud Clément arrêter, parce que voilà, ça fait l'impression qu'il est là depuis toujours, Arnaud. C'est pour ça, il ne faut pas qu'il arrête. Il n'est pas encore arrêté d'ailleurs. Non, il n'a pas encore arrêté. Mais on va le revoir là, il va s'occuper. La ligne d'arrivée n'est quand même plus très loin. Non, moi je pensais vraiment qu'il n'allait jamais arrêter. C'est-à-dire que c'est un tel mordu de sport. C'est-à-dire que même quand il est en vacances, il faut aller monter le Ventoux. Ah oui, il fait Aix-Mont-Ventoux. C'est un malade. Et ça, c'est parce qu'il aime les cerises. Hein. Et il s'arrête, il bouffe des cerises. Non, Jean-Paul, il s'arrête pas, il est au taquet. Et donc, c'est un tel malade de sport que je me disais comment il fera pour arrêter. Parce qu'à un moment, il faut bien arrêter. Il aime tellement le tennis. Et puis, en fait, j'ai l'impression que là, ça se fait très naturellement. Et je suis heureuse pour lui parce que ça ne se passe pas dans la douleur. Voilà, quand on et discute en fait, avec lui, ça a l'air très doux, finalement. On a beau être passionné par ce sport, je pense que l'athlète sent qu'en fait, il serait très heureux s'il arrêtait. Je crois que c'est vraiment la sensation que j'ai en discutant avec lui. On en a parlé hier. Il me dit non, mais je suis super content. Et c'est beau. Mais par contre, je pense qu'on a tous été très émus. On lui a dit, on a tous pleuré. Mais non, mais entre guillemets, ne soyez pas tristes. Je suis très content. Et donc, on verra ce qu'il fera par la suite. Mais on sent que là, il est en train de profiter de ces derniers instants, mais sans être trop nostalgique de son passé, de sa carrière. C'est presque nous qui sommes plus impliqués, en train de réfléchir à tout ce qu'il a fait dans sa carrière. Une finale en Australie en 2001. Une place de 10e mondial, des tournois Coupe remportés, Davis, des grands chelems remportés en double. Enfin bon,
Très palmarès belle carrière et puis un bon extrêmement riche. un guerrier qui Vainqueur donnait de l'Open beaucoup 13. et vainqueur de Aussi. l'Open 13. Ouais. Le tournoi le plus important pour lui, non mais je dis ça, Ah non, c'est ouais, lui qui l'a dit. C'est hein. lui qui l'a C'est dit. au-dessus des grands chelems, Ah, c'est mais- au-dessus de la Coupe Davis. Où il avait battu Chez Rafael lui. Nadal, d'ailleurs, En demi, ouais. en demi-finale. Mais c'est un joueur très émouvant sur le terrain de par sa qualité de combattant, ce que tu disais, Jean-Paul. Je pense qu'on est quand même ému quand on voit, peu importe le niveau de jeu, à chaque fois qu'il était sur le terrain, il donnait tellement de lui-même que même quand il jouait pas bien, le public était derrière lui et dans toutes les contrées du monde en tout cas. Si on peut aller le classer quelque part, il fait partie de ces quelques joueurs et joueuses qui n'auront rien laissé au hasard pour ce qui est du talent qu'ils C'est la pouvaient parole exploiter. du sage. Écoutez bien. Non, mais quand on a un talent donné, il faut aller au bout de ce talent. Et je crois que Arnaud, il fait partie de ces joueurs qui sont allés au bout de leur talent, comme quelques autres, qui ne sont pas forcément les meilleurs, hein, mais il ne faut pas rater, il ne faut pas passer à côté, quoi. Il faut tout exploiter et lui, il l'aura fait. Et il va encore exploiter davantage ce talent parce que comme il est intelligent et qu'il connaît bien les joueurs et le jeu, il va nous réserver des surprises pour ce qui va arriver à l'équipe de France. Dans cette folle semaine du tennis français, on doit aussi évoquer Richard Gasquet. Alors certes, il a perdu hier soir face à Andy Murray, mais il s'est hissé en 8e de finale et on a le sentiment qu'il y a peut-être un nouveau Richard Gasquet qui se profile beaucoup mieux dans l'attitude, un petit peu moins Calimero sur le court. Alors, est-ce qu'il va réussir à prolonger ça ou est-ce que c'est la force de l'événement de Roland-Garros qui l'a aidé à justement avoir cette attitude ? Moi, je suis grand fan de Richard, déjà de son jeu, parce que c'est magnifique quand ça marche bien. Rappelons évidemment ces 14 jeux consécutifs face à Tommy Haas. Ouais, Qui Tommy Haas, qui mais jouait son 12e match. Quand même. Et qui, bon, il n'a pas 20 ans. Mais bon, c'est vrai que c'était impressionnant. Puis un Gasquet d'il y a 2-3 ans aurait peut-être perdu ce match-là. Et il était conquérant, en fait. On l'a vu conquérant dans ses yeux, dans son attitude. Même dans le premier 7,5 d'hier contre Mais Murray. jusqu'au bout de son Mais match. jusqu'au hier. bout, mais même Jusqu'au hier, bout. Alors- quand il s'était plus, le Alors, il y a score un devenait truc qui m'a vraiment vraiment défavorable. gêné hier, par contre. Ouais. Et Richard, si tu m'écoutes. Non, mais en fait, il était très, très agacé par l'attitude d'Andy Murray. Qui au début a fait un peu quand de il perdait cinéma. des points, il avait mal au dos. Et quand il gagnait, et puis après, quand il gagnait des points, il serrait le poing. Bon, et Richard est tombé dans le piège un peu et ça l'a agacé et ça l'a sorti de son match. Et à la fin, il y a une poignée de main très, très froide où Richard tend la main sans le regarder. S'il veut s'affirmer, s'il veut dire à tous ces mecs là qui sont devant lui, mais en fait qui ont peut-être moins de talent que lui, je suis là, je suis costaud, je peux vous battre, il doit y aller au filet, lui serrer la main, le regarder dans les yeux et dire Tu t'es pas bien conduit. j'aime pas comment tu t'es comporté. Ok, bien joué, bonne chance. Ce qu'aurait fait mais fais Yannick attention. Noah, par exemple. Exactement, le défier, ça va juste. En fait, c'est pas fini. Et là, il s'est échappé. C'est dommage. C'était un moment. En plus, l'autre, il se fait siffler en rentrant sur le court, mais il se fait applaudir en partant après son discours où il dit oui, je respecte Richard, tout va bien. Siffler, c'est Non, le quand même, c'est ouais. le- Ah, Il a un peu fait siffler. Mais il C'est adore le ça, commentateur Andy Murray, qui de toute dit, façon. Mais il avait pas l'air. soyez sportifs. Non, mais il y a un Non, esprit, il y a il se nourrit. il y a Andy un- Murray aime avoir raison contre tout le monde. Hein. Il y a Il se nourrit Même de la ça. controverse. Il y a l'interview de Pioline sur le cours où il dit tu respectes Richard? Oui, je respecte Richard. Et puis ça se finit plus ou moins pas trop mal. Ça en Il fait aurait quand pu même se faire deux siffler qu'il comme il fait fallait, quand même quoi. deux qu'il blues. Le premier sur Yarko Nieminen au premier tour. Ouais, Nieminen voilà, au il premier était carrément tour, au bord de. ou à 4-2 au deuxième set, il se tient de le dos en l'abandon. marchant à 1,3 à l'heure où il donne l'impression d'abandonner. Après ça, il trotte comme un lapin. Et contre Richard, je trouve pas c'est très élégant. Et d'ailleurs, je rejoins Virginia Wade qui dit bon, c'est un pleureur, quoi. Il faut pas. Le jour où il Drama aura- Queen, l'a-t-elle surnommé. Mais ce qui est dommage, c'est que les joueurs à Quand ce il aura- niveau-là tombent dans le panneau. Parce qu'on disait, oui, on peut être un petit peu perturbé 2-3 jeux. On parlait Yarko Nieminen, Ouais, et il a qui fait un carrément blocage. était, mais il ne Ouais, pouvait plus jouer, mais pendant 2 sets et demi, parce qu'il menait 6-1 break. Et donc là où on était vraiment surpris, c'est que ces joueurs qui quand même jouent depuis des années arrivent encore à sortir d'un match à cause de ça. Et là, il y a du travail à faire, donc au niveau mental, comme tu il a disais, Eli, raison, ouais. et même pour Richard, à un moment, il ne doit pas être énervé, parce que justement, c'est ce qu'il veut, Andy Murray. Bien sûr. Et on sent encore beaucoup de fragilité et un manque de maturité dans ce genre de situation. Autant sur le court, on le sent beaucoup plus affirmé, Richard beaucoup plus tranquille. Par contre, il y a encore des petits détails comme ça qui montrent qu'il fait encore très enfant. Et il va falloir qu'il grandisse à ce niveau-là pour aller très très haut.
On va devoir, je te coupe, Non, c'est pas Julien, grave, on va c'était pas devoir intéressant ce que je dis. on va devoir en terminer avec Dans les cette première starting blocks. partie sur la folle semaine du tennis français. On évoquera le cas de Joe Wilfried Tsonga à la fin de l'émission. Et là, on va s'attaquer au cas David Goffin. Radio Tennis Play. C'est un jeune homme à la bouille de premier communion qui a illuminé cette première semaine à Roland-Garros. C'est donc le Belge David Goffin, lucky loser, et qui s'est hissé en 8e de finale. Il a 21 ans, il en paraît 16. Moi, il me fait penser à ce jeune acteur, là, Jean-Baptiste Monnier, qui jouait dans les choristes, je trouve. DiCaprio dans les Titanic. références, Ah ouais, moi, voilà. je serais plus pour DiCaprio. Bon, DiCaprio mais dans au-delà Titanic. de sa bouille et au-delà de son allure de Je trouve qu'il cadet. fait très vieux de tête et très jeune de corps. Non, mais de toute façon, Jean-Paul, tu as décidé de m'embêter ce matin. Bon, au-delà de sa petite bouille charmante de champion de France cadet ou champion de Belgique cadet, est-ce que vous avez le sentiment qu'on est en train d'assister à la naissance d'un futur grand joueur de tennis ? C'est le C'est quatrième mon sentiment, joueur hein. qui à Roland-Garros est lucky loser et parvient à atteindre les huitièmes de finale. Les trois autres, c'était plutôt un one-shot. Ils n'ont pas fait de grande carrière derrière. Mais là, avec David Goffin, j'ai l'impression, Jean-Paul, qu'on a quelqu'un qui... on a vu la naissance d'un futur grand, d'un champion, quoi. Vu comment Federer aussi lui a parlé à la fin de leur huitième de finale, il y avait quand même, on sentait quand même que... Oui, il y si avait, Federer sent il y que le avait type quelque n'est pas chose. fort, Ouais. potentiellement, je ne sais pas s'il aurait pris tout ce temps pour cette petite cérémonie qui a été organisée par le speaker de Roland-Garros, Marc Maury. Les deux joueurs se sont retrouvés ensemble. C'était un moment assez particulier. J'espère que vous avez vu ça. Et en tout cas, voilà, il a inquiété Federer. On peut rappeler ce qu'a fait David Goffin. Lucky loser, il a perdu au dernier tour des qualifs. Merci à Gaël Monfils. Gaël C'est Monfils qui forfait du déclare français forfait, qui lui a permis de absolument. rentrer dans le tableau. Et ensuite, il a battu Radek Stepanek en 5 manches, Arnaud Clément en 5 manches, Łukasz Kubot, le Polonais, en 3 manches. C'était pas facile parce que Kubot, c'est quand même un joueur extrêmement agressif. Et puis donc, il a pris une manche à Roger Federer sur le cours Suzanne Lenglen dans une ambiance absolument formidable. Formidable. Le cours Suzanne Lenglen était bondé. Vous parlez de DiCaprio, les ressemblances physiques, tout ça. Moi, j'ai l'impression de voir un personnage de dessin animé ou de bande dessinée, quoi. Un corps d'enfant, je sais pas, c'était un peu David la Malice avec un tennis extraordinaire. Il n'est pas forcément ultra puissant, mais il a des jambes incroyables et il a une intelligence de jeu, un sens tactique qui, moi, me rappellerait un Guillermo Coria. Je reste un peu réservé pour la suite exceptionnelle qu'on lui accorde déjà. Parce exceptionnel, que... ça, non. Si, parce qu'un futur grand, c'est-à-dire que dans les 5 Posons premiers... la question. Non. Top 50 déjà, c'est grand. Oui, c'est Ça, bien, top 50, ça va arriver très vite, top parce 50, qu'il va être aux alentours de la 60e place on a après le entendu tournoi. des propos ces jours derniers, quand on le voyait déjà dans les 5 meilleurs, comme Dimitrov, là, le Bulgare. Dimitrov n'a pas encore fait un match comme ça contre un grand. Il a déjà joué 2-3 bons matchs. Mais enfin bon, j'attends qu'il grandisse physiquement, le bonhomme, parce qu'il est tout de ça va même peut-être pas arriver, ça. excessivement Il a 22 léger. ans, 21 ans. Oui, il est là. Ma il petite va prendre- réticence Non, mais est peut-être là, donc il jouera bien, il a déjà bien joué, mais voilà, attendons un peu qu'il ait une maturation physique qui soit au niveau de ce qu'on peut attendre du talent qu'il a dans le bras et dans les jambes, quoi. Il a une perception visuelle extraordinaire, il a une coordination extraordinaire, il a des jambes qui vont vite. Maintenant, voilà, il a joué contre son idole. En lui volant la vedette. Qu'il ait bien joué contre son idole, c'est merveilleux, parce que généralement, il est tellement impressionné qu'on passe à côté. Mais là, c'était bien, quoi. Voilà. J'espère qu'on va le retrouver à un très très bon niveau par la suite, parce que c'est un joueur qui capte l'attention, quoi. Voilà. Camille. Moi, je dirais qu'il peut atteindre le top 20, je pense, sans problème. Et je suis un peu d'accord avec Jean-Paul. Après, pour top 5... Oui, évidemment. Non, mais voilà, je pense que quand on dit il va être très fort, c'est bien de segmenter le très fort. Et puis on l'a dit pour tellement et tellement de joueurs qu'on n'a jamais revus par la suite. Gulbis, par exemple. Voilà. Ouais, et puis même Gulbis. Dimitrov, même s'il va sûrement progresser pour l'instant, je pense que mentalement, il n'a pas la trempe David Ferrer mentalement, Non, d'un ça, c'est sûr. Rafa. Non, mais d'un Murray, même si des fois il fait il fait le petit jeune qui se plaint, qui pleurniche, mais mentalement, c'est monstrueux ce qu'il fait, Andy Murray. Et c'est là aussi où je mets une petite réserve pour David Goffin, qui mentalement a l'air vraiment d'être un bon gars, d'être sérieux, surtout les Il a l'air Belges d'avoir la tête sur les épaules quand même. Ah bah complètement. Mais après, c'est dans la gestion mentale des gros événements. Bon, il a 21 ans, c'est pas un joueur de 18 ans qui déboule. Hein. Donc, un bon top 20 et après, on en reparlera. Tous En tout ensemble. cas, le tennis belge sort un nombre de joueurs Formidable. de talent qui est quand même Il faut absolument qu'on leur exceptionnel. demande, Oui. c'est incroyable, quoi.
puis tous avec une très bonne attitude. C'est-à-dire que c'est pas que des talents, ce sont des gens bien. C'est-à-dire que quand on voit les Clijsters, les Rokus, ils ont tous Vliegen, Darcy. Non, mais ils ont un amour du tennis. Et j'ai l'impression qu'aussi le public le rend bien. Ils ont un public formidable parce aussi. que dès qu'il y a un tournoi en Belgique, notamment le tournoi d'Anvers, donc des gros tournois féminins, normalement on se dit il n'y a pas grand monde. Et c'est l'événement national, il y a une ambiance de feu, ils sont très fair-play dans leur manière d'encourager. Enfin, le tennis fait partie de la vie des Belges, du grand public belge. Donc, est-ce que c'est un lien de cause à effet parce qu'ils ont eu des grands champions? Mais je pense que c'est vraiment une nation de tennis à part entière. Et aussi rappeler, pour ceux qui n'y croient pas encore, que la majorité d'entre eux sortent du mini-tennis et du tennis évolutif. C'est d'une importance capitale, puisqu'ils jouent tous bien techniquement, tous ces Belges. Créés en France et importés en Belgique. Et ils s'en servent bien. Donc, si vous avez des enfants de 6-7 ans qui veulent jouer au tennis, faites-les passer par là, plutôt que de leur donner une raquette de grand-père qui pèse 430 grammes. Est-ce que vous voulez ajouter un petit quelque chose sur David Goffin? Parce qu'il faut qu'on avance. Surtout sur ce qui a volé la vedette à Federer, que Federer sur un point à la fin du match. Non, mais de manière globale, c'est vrai que c'était lui. Il y a une standing ovation sur le point le plus spectaculaire du. Et puis on attendait Goffin sur Federer. On sait ce que fait Federer, mais Federer aussi, il a bien joué le coup parce qu'il s'est dit c'est David Goffin. Il est bon en com, Roger. Il sait y faire. Je vais lui laisser la vedette. Je vais le taper, mais je vais lui laisser la vedette. Et puis après, de toute façon, le moment sur le court. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, Federer? Qui croit qu'il soit bon ou pas bon? Il va pas dire non, moi je m'en vais. C'est un roi de com, donc il est resté. Il a été parfait, son habitude. Anglais, français, allemand, italien. Comme tu veux, Marc Maurice. Des dialectes africains. Voilà, exactement. Et voilà, après, il y a quand même eu. Enfin, il n'y a eu que 2 sets dans ce match. Les 2 premiers. Après les 2 derniers, c'était fini. Moi, je pense que Goffin, c'était très bien. Je pense pas. Top 20, je pense pas. Et même pas top 50. À mon avis, il m'a vraiment emballé. Il a eu, je pense qu'il a eu un peu de chance. Il a connu la zone. Stepanek au premier tour de ton premier Roland. Mais la chance. Qui a fait le cirque et tout, il lui a tout fait. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il a connu la zone en fait pendant quelques jours. Ne casse pas l'image, l'idole de Christophe, là, il est en train de... moi, il m'a vraiment plu. Mais bon, il faut qu'il y ait je l'aime bien, le chanteur des choristes, je l'aime bien. Comme Julien était d'accord avec toi, je vais prendre le contre-pied, mais il a connu la zone. Après, c'est hyper rare, en fait, ce qui s'est passé. Donc, tu le sais, tu as parlé à plein de gens qui connaissent ce truc-là, qui touchent de presque des doigts la perfection. C'est ce qui lui est arrivé. Après... Ça n'arrive pas toujours. Ça, exactement. Moi, mais bon, c'était génial et j'applaudis à demain cette première semaine de Goffin. Bon, allez, on va accélérer un petit peu parce qu'on est très en retard. On me fait plein de signes derrière la vitre et on va passer à notre thème suivant, le tournoi féminin sans dessus-dessous. Radio Tennis Play. Cibulkova, Stosur, Errani, Kerber, Shvedova, Kvitova, Kanepi, Sharapova. Pardon, je déraille. Voilà la composition des quarts de finale de ce Roland-Garros 2012. Mais où sont les Azarenka, Serena Williams, Radwanska, Nali, Wozniacki, Marion Bartoli, même Francesca Schiavone, la finaliste de l'an passé. Camille, mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'on nous fait? Non, c'est vrai qu'en début de tournoi, on pouvait s'attendre à des quarts de finale incroyables. La grosse surprise avec toutes les éliminations dont tu as parlé, je pense que en fait, c'est quand même une chance aujourd'hui. On en a parlé aussi par rapport au tennis féminin. On nous disait que c'était toujours prévisible, que c'était ennuyeux. Et aujourd'hui, on voit que le tennis féminin est tellement homogène que je ne suis pas surprise qu'aujourd'hui, il se passe quelque chose comme ça. Il y a plein de joueuses qui ont progressé un peu derrière toutes les stars justement dont tu as parlé. Et aujourd'hui, elles prouvent que sur des grands chelems, elles n'ont plus peur des meilleurs. À un moment, il y a vraiment un fossé limite psychologique. On voit Virginie Razzano qui se fait, qui se fait vraiment Serena Williams alors qu'elle lui vole la vedette. On voit Shvedova qui banalise, c'est-à-dire qu'on sent que les filles qui sont un peu derrière n'ont plus de complexe. Et voilà pourquoi, sur des Roland-Garros comme ça, il peut tout se passer. Et moi, je trouve que ça veut dire que la masse du tennis féminin est en train de progresser et que si les meilleurs ne sont pas à leur top, comme on l'a vu, Victoria Azarenka, qui a failli se faire sortir au premier tour déjà par Alberta Brianti, qui est 70e mondiale, qui lui a un peu tricoté, un peu de changement de rythme, tout ça,
Et ça veut dire qu'au contraire, que le tennis féminin est en train d'être riche. On attend des stars parce qu'il faut des leaders pour s'identifier. Mais je trouve que l'attitude de Shvedova, qui est une joueuse qui est 140e, qui a déjà fait quart de finale, qui prend sa chance, ça c'est quand même de très beaux moments. Et donc je vais laisser après la parole à Jean-Paul aussi, qui va être d'accord avec moi que ce ne sont pas des quarts de finale forcément horribles à regarder. Et bien au contraire, ça va être très intéressant. J'écoute avec la plus grande attention, et d'ailleurs je suis d'accord avec Camille. Je rajouterai une chose, c'est que les 2 matchs d'hier, Nali et Sharapova, n'ont pas été les meilleurs matchs de la quinzaine. Il y en a eu beaucoup de bons. Non, c'est pour ça qu'on aurait tendance à vouloir dire que le tennis féminin n'est pas aussi brillant que ça. Mais il y a eu hier des conditions atmosphériques terribles qui ne sont pas à l'avantage de ce que les joueuses produisent en ce moment. Elles tapent très fort. Beaucoup d'entre elles tapent très à plat, dont Sharapova, dont Nali. Et quand on a les conditions climatiques d'hier, il faut savoir gratter la balle, il faut savoir brosser, couper. Et elles n'ont pas été avantagées. Si le temps se remet au bon, on va revoir des choses exceptionnelles comme en début de tournoi. Moi, ce qui me plaît bien dans ce tournoi, c'est que Kvitova est en train de se refaire un petit peu la cerise. Hein, la tenante du titre à Wimbledon, qui a connu un début de saison quand même compliqué. Elle est en quart de finale. Et moi, je me demande si ça peut pas être finalement la surprise de ce Roland-Garros. Ah, ça vous laisse, tu me regardes. ça te laisse sans voix, hein. Bah, non, mais disons-le clairement, j'ai du mal à me passionner pour ce tournoi féminin. Roland-Garros. Mais non, mais Jean-Paul, oui. Alors, je me faisais une joie en voyant le tableau parce qu'il y avait les Serena Williams, il y avait toutes les joueuses qu'on a citées tout à l'heure qui étaient là. Bah, c'est vrai que quand on était sur la ligne de départ, il était super alléchant le tournoi. Malgré tout, là, en quart de finale, je suis un petit peu déçu. Le problème, c'est que vous ne supportez pas que des noms qui ne soient pas connus. Non, comment au cinéma, quand on peut pas dire ça, quand on n'avait pas les vedettes, DiCaprio qui est là. En plus, il y a que des têtes de série. Donc, sauf une. Sauf une, mais il n'y a que des têtes de série. Donc on dirait tout d'un coup que le tableau est décimé, ce qui n'est pas du tout le cas. Il y a quand même beaucoup de têtes de série qui sont arrivées en quart de finale. Donc ce n'est pas du tout une catastrophe. Ça, c'est mon point de vue. Et quant à mon pronostic, je suis très Stosur sur terre, ciel. Quelle joueuse, Stosur. Moi, je suis inquiet pour la WTA. Ouais. Ah oui, parce que le problème. Je crois que ces dames dorment mal. Il en manque un vrai. Enfin, je suis désolé de dire des termes un peu crus, mais il en manque un produit à marketer et à vendre. Mais ça peut être Maria Sharapova. Ça peut. Espérons pour la WTA, je pense qu'ils sont tous en train de prier qu'elle gagne Roland-Garros. Parce que si ça passe pas pour Maria, ils ont besoin. Ça fait un moment qu'ils cherchent une joueuse sur qui se baser, une, voire deux, voire trois, voire quatre. C'est-à-dire qu'ils tentent avec des Petkovic, des Wozniacki aussi, ils ont essayé. Elle avait un peu tout, un numéro mondial, qui est mignonne. Mais en fait, non, ça n'a pas pris, en fait, bizarrement. Il leur manque quelque chose de bankable dans les top 10. Si ça peut être une joueuse qui fait service volé, ce serait encore mieux. On parlait hier à. S'il y a une joueuse qui monte un petit peu au filet, c'est Kvitova. Hein. Oui, non, mais on parlait hier à Martina Navratilova à Roland-Garros et on lui disait il n'y a plus de joueuses qui font service volé aujourd'hui. C'est peut-être plus possible. Elle disait vous plaisantez. Il suffit de travailler et c'est tout à fait possible. Il faut qu'elles travaillent leur course vers l'avant surtout. C'est ce qu'elle disait, c'est que c'est un problème surtout de vitesse vers le filet, que les femmes aujourd'hui sont très bonnes en latéral, en fond de cours et qu'elles ont du mal à aller très vite au filet. Et forcément, c'est une qualité qu'il faut avoir pour faire service volé. Bon, Jean-Paul, tu vas devoir nous quitter car tu as d'autres rendez-vous. On a dit trop de bêtises. Il est très demandé, Jean-Paul Lotte, pendant Roland-Garros, débordé. Là, vous êtes des gens exceptionnellement compétents. Je mets des réserves pour Christophe. C'est ma fête ce matin. Il est désagréable. Et pan, oui. À tout à l'heure. Merci. Allez, Jean-Paul, à la semaine prochaine. Enfin, à tout à l'heure. Alors, on va reprendre après cette sortie magnifique de Jean-Paul. Il partit en courant. Bon, dans ce contexte, est-ce que vous croyez, dans ce contexte perturbé du tournoi féminin, que Maria Sharapova reste la favorite, même si elle ne joue pas très bien quand même depuis le début du tournoi? Ouais, moi, je suis un petit peu sceptique, surtout au vu du match qu'elle a fait hier contre Zakopalova, qui avait un jeu qui quand même lui plaisait. Elles se sont fait du bugne à bugne, sans trop se gêner.
j'ai peur qu'une Maria, même si elle a cette espèce de combativité, cette maturité, elle est extrêmement professionnelle et on sent que dans la gestion de ses matchs, justement, elle prend sur elle va de l'avant. J'ai peur contre une joueuse qui à un moment va lui faire un petit peu la mayonnaise et qu'elle risque d'avoir quelques petits soucis. On l'a vu un petit peu au service, mais c'est mieux qu'avant, un peu fébrile dans les moments importants. Voilà. Je pense qu'elle est en train d'atteindre le plus haut niveau depuis quelques temps parce qu'elle a eu du mal à revenir suite à son opération de l'épaule. Mais je la trouve encore friable un petit peu sur certains points et que je pense que quand même pour aller chercher le titre, il va falloir être très solide dans tous les secteurs du jeu. Ilaï, c'est ton sentiment ? Moi j'y crois. Je pense qu'elle est... Et je pense que ça va se jouer dans la tête, en fait. Je pense qu'elle se voit favorite maintenant. Plus qu'en début de tournoi, en tout cas. C'est sûr que quand elle a vu perdre Williams, quand elle a vu perdre elle les voit tomber les unes après les autres. Voilà. Et elle est encore là. Et c'est quand même une fille qui est forte mentalement et depuis longtemps. Et ce qui est étonnant, c'est qu'elle n'a pas 32 ans, hein, Maria Sharapova. Non, elle en a 24. 24 ans. Et on a l'impression qu'elle est là depuis 25 ans. Parce qu'elle a gagné quoi ? Elle avait 17 ans quand elle a gagné Wimbledon, je pense. En 2004, ouais, donc elle est de 87. Donc, Non, mais ce que je veux dire, c'est que en fait, elle a beaucoup d'expérience et je pense que ça va l'aider à passer des matchs compliqués, sans doute, mais qu'elle va avoir ce petit quelque chose en plus qui va lui permettre de rester costaud et d'arriver sur le terrain en se disant je suis programmé pour gagner ce tournoi. Voilà, j'ai confiance en cette star. C'en est une. Comme la WTA doit l'espérer, comme tu le disais. Oui, voilà. Je pense vraiment. Julien ? Joker. Est-ce que le tournoi va aller à son terme? Parce que Nadal est tellement fort dans la balle qu'il va peut-être finir par faire des trous partout et il faudra peut-être délocaliser De qui tu parles? Je m'en sors par une pirouette. Non, on n'a pas parlé de Nadal depuis le début. On y arrive. Ah, on y arrive, d'accord. Voilà. Non, ce qui est quand même pas mal. Oui, pour parler de Maria Sharapova, vraiment. T'as bifurqué, t'as pris l'itinéraire bis là. Ce qui est quand même pas mal dans ce tournoi féminin, avec toutes les défaites des favorites, c'est qu'on va assister au sacre d'une fille qui n'a jamais gagné le tournoi. Ça, donc ce sera une première. Donc c'est quand même assez formidable. Moi, j'aime toujours ce moment où une joueuse gagne un tournoi du Grand Chelem pour la première fois. Les messieurs en ce moment à Roland Garros. Alors. Pourquoi tu dis ça? La même situation. Comment il essaie de rebondir. Bon allez, on en termine avec ces dames. Et je vais dans un instant vous demander de jouer les Madame Irma. Radio Tennis Play. Tiens, viens t'asseoir là, Julien. Comme ça, on va mieux te voir à l'image. Ça va être formidable. Voilà, rapproche-toi. Voilà, tu es installé. Alors, comment voyez-vous la fin de ce tournoi chez les messieurs où tous les gros bras sont là? Je vais peut-être poser la question autrement. Rafael Nadal peut-il être battu lors de ce tournoi? Non. Il est là avec son coup droit d'assaut et sa cape. Depuis le début du tournoi, il écrase absolument tout le monde. Même s'il y a des jeux disputés, s'il y a des scores qui ne reflètent pas 19 jeux perdus très pour bien le moment. La physionomie de la partie. 19 jeux perdus avant les quarts de finale. Il n'est pas loin du record de Borg qui en 78 n'avait lâché que 32 jeux. En 7 matchs, il peut peut-être le battre, hein. Il reste encore 13 jeux. Tu sais qu'en 80, Vilas n'avait perdu que 18 jeux. En 77 En 80, 18 jeux d'accord. avant les quarts de finale. D'accord. Ouais, Vilas a fait mieux. Il a fait mieux, d'accord, ouais, pas mal. Quand même. Pas mal. Non, on peut se demander effectivement, mais pas seulement pour cette année. Il faut se poser la question pour les 5 années à venir. Nadal, soyons clairs, il a 26 ans depuis quelques jours. Il va jouer encore 5-6 ans. Il ne faut pas l'enterrer. Il ne faut pas croire que son physique va l'empêcher de jouer au-delà des 30 ans. Rafael Nadal va gagner 12 ou 13 fois Roland Garros. Et je crois qu'il faut admettre cette idée-là, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas aujourd'hui. Mais non, mais il a raison. Mais oui. Il a complètement raison. Mais oui. C'est l'air. C'est l'air Nadal. Alors si on l'aime pas, c'est l'air que tu as qui me fait rire. On passe au foot pendant 5 ans, puis on revient au tennis après. Ceux qui l'aiment, on profite au maximum. Mais voilà, profitez-en parce qu'on est en train de vivre un truc totalement extraordinaire. Dont on parlera dans 400 ans. C'est l'un des plus grands sportifs, à défaut d'être le plus intéressant au monde. On peut pas le nier. C'est extraordinaire ce qu'il est. Tout sport confondu. C'est ironique ou pas? Ah non, c'est l'un des plus grands sportifs au monde. Non, mais j'arrive pas à savoir si. Ton ton est très légèrement ironique. Ah bah non, mais non. C'est l'un des plus grands sportifs au monde. Par exemple, j'ai eu la chance de voir jouer Michael Jordan en direct sur un terrain de basket, je précise. Oui. Et je me suis senti privilégié à ce moment-là. C'était plus vers la fin de sa carrière. J'ai vu 2 fois même. Et j'ai
j'ai vraiment senti, je me suis dit, j'ai de la chance, quoi. J'ai vraiment de la chance. Et ben là, c'est pareil. Donc, c'est facile quand même, je trouve, Nadal, on se fait chier, ça va trop vite, 6-2, 6-0. Mais c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. N'empêche qu'il y a le match de Nadal qui se joue en même temps que c'est arrivé hier, que le match de Joe, de Murray et Gasquet. On va voir ce qui se passe sur le central. Mais bon, Nadal qui met 6-2, 6-0, 6-0 à Monaco, on se presse pas pour aller voir, même si c'est extraordinaire. À partir de quand on peut être... est-ce que tu seras blasé, par exemple, à la 14e victoire de Nadal? Non, je pense que je serai jamais blasé. Ouais. Et enfin, moi, moi, j'aime bien la domination, en fait. J'ai toujours été fan de ça. Dans la vie en général ou seulement sport. D'accord. Après, on pourra en parler, mais hors antenne, si tu veux. Dans le sport, Jordan, Schumacher, Nadal, donc Federer, je pense qu'il y a beaucoup aussi. Sébastien Loeb. Alors, oui, mais pourquoi pas? Non, mais c'est vraiment... c'est un truc, Tiger Woods, c'est vraiment... on a la chance de vivre ça en direct, on a la chance d'aller s'asseoir au bord du court et voir jouer Rafael Nadal, et les gens vont être jaloux de ça pendant des années et des années, et nous on va dire on a vu jouer Rafael Nadal, mais vraiment il faut surtout pas oublier ça. Surtout que c'est une domination, mais pour l'instant sur terre battue, parce que derrière on a la chance d'avoir Djoko et Roger. Comme tu disais, dans d'autres sports, parfois il y a un leader. Il a quand même remporté une fois au moins tous les tournois. Oui, non, je veux dire, c'est que là en ce moment on voit pas Nadal sur tous les tournois en vainqueur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le tennis masculin a une chance. Il n'avait pas gagné un tournoi depuis Roland Garros l'année passée, avant le début de la saison sur terre battue. Il domine sur terre battue, mais derrière, il y a Djoko, il y a Wimbledon, il y a plus match. Il y a beaucoup de prétendants là, avec les trois. Et ce qui est rare, c'est d'avoir trois joueurs aussi forts en même temps et qui peuvent se partager un petit peu plus les grands chelems qu'à un moment. C'est vraiment Nadal remporter Roland, Wim. Mais il y a un moment où là ça s'est équilibré et justement c'est très très riche pour moi de voir peut-être un Nadal qui domine plus sur terre, un autre qui va dominer un Djoko qui a fait un enchaînement de victoires hallucinant, ce qu'avait fait Federer auparavant. Donc moi je trouve qu'au contraire c'est extrêmement riche pour le tennis masculin. Profitez, moi juste une seconde, ce qui m'embête c'est que quand il va faire un passing de mutant en bout de course, profitez-en parce que on va retomber dans des périodes un jour de corda. Mais on ne sait pas ça. Mais si, il y a des hauts et des bas. Il y a des hauts et des bas. Est-ce que le niveau ne va pas régresser un petit peu? Mais son niveau est exceptionnel. Il faut se régaler. Après Pete Sampras, on se disait mais qui va mieux jouer au tennis que ce gars-là? Et puis Federer est arrivé. On s'est toujours posé la question, même du temps de Bill Tilden en 1920. Et voilà, et il y a des cycles, et à chaque fois, il y en a un qui arrive. Non, moi, je suis pas très inquiet. Après, sur le fait que que Nadal, dure, ça, oui, ça devrait être le cas, sauf blessure. On en parlait il y a quelques années, toi et moi, je pense, autour d'une autre table et d'autres micros. Et il y avait quelqu'un qui disait mais il tiendra jamais. Et puis il y a plein de gens qui disaient physique tiendra jamais. Nadal à 24 ans, il sera à la retraite. Voilà, bon, c'est fini. 24 ans, c'est passé, 25 ans aussi. Il a l'âge de Borg quand le Suédois avait pris sa retraite. Effectivement, on n'a pas le sentiment qu'il va faire la même chose. Je vais rappeler la composition des quarts de finale de ce tournoi masculin. Toutes les têtes de série. Voilà, Djoko Tsonga, Federer Del Potro, Ferrer, Murray et Almagro. Nadal. On peut peut-être évoquer, parce qu'on ne l'a pas fait dans la folle semaine du tennis français, le cas de Joe-Wilfried Tsonga, qui est arrivé un petit peu en se planquant avant Roland Garros. Il a pas mal réussi son coup, le Joe. Il parle de pêche, puis finalement... Le voilà en quart de finale et qui devient l'égal de Jean Borotra, parce que, aussi étonnant que ça puisse paraître, aucun joueur français depuis les années 30 n'avait réussi à jouer au moins une fois les quarts de finale des 4 tournois du Grand Chelem. Vous pouvez aller regarder les palmarès. Ce n'est pas arrivé à Noah, ce n'est pas arrivé à Forget, ce n'est pas arrivé à Clément, ce n'est pas arrivé à Pioline. On peut prendre la liste. Ce n'est pas arrivé à Grosjean. Non, ils ont toujours calé dans l'un des tournois. Ce n'est pas le cas de Joe. Ça serait arrivé à d'autres mousquetaires que Borotra si jamais ils avaient voulu faire le déplacement vers l'Australie. À l'époque, ça ne se faisait pas beaucoup. C'était celui qui jouait le plus, Borotra. Formidable performance. Mais effectivement, il parle de pêche pendant le tournoi de Rome, qu'il a envie d'aller à la pêche avec ses potes. Il arrive en disant aucun Français, pendant Roland Garros aussi, il continue à en parler, aucun Français ne gagnera Roland Garros cette année, soyons clairs, et finalement il est en quart de finale. Alors ça, c'est un coup de poker, un coup de bluff extraordinaire. On ne s'attendait pas à le voir là. C'est sa meilleure perf à Roland. Il peut sans doute aller plus loin, parce que Djokovic... il se trouve qu'il est quand même tête de série 5.
Ouais, il a rapport rempli son contrat, ouais. mais sur terre battue, est-ce qu'il est vraiment tête de série 5, tu vois? Non, mais en tout cas, je pense qu'au niveau du tableau, quand même, d'arriver tête de série 5, ça aide quand Oui. même au niveau de la protection. Et puis derrière, forcément, de s'enlever un petit peu de pression en se disant, mais je pense quand il dit, ouais, faut pas se voiler la face qu'aucun Français ne pourra gagner Roland, je pense qu'il est sincère. Oui, bien sûr. C'est pas un Il coup est de lucide et bluff sincère. pour Non, la mais c'était presse. inattendu de sa part. Oui, parce que lui qui est souvent... Mais Joe, il est pas aussi... Il est assez positive attitude, quand même. Oui, mais je suis pas sûre que ça soit sa réelle nature. Joe, c'est quelqu'un à la base qui est un peu plus réservé, qui est pas à la American style, à se mettre en avant, à faire à la Tarzan. Non, il en joue un petit peu parce que ça plaît au public, mais naturellement, c'est quelqu'un d'assez sensé, d'assez posé. Et je pense que ça lui a enlevé beaucoup de pression parce que d'être lucide sur une situation ne fait pas que derrière la performance n'est pas possible. Au contraire, on se met des objectifs beaucoup plus simples, qui est peut-être un 3e tour, et puis tranquillement, il passe ses tours et peut-être qu'il va aller très loin, on ne sait pas. Mais je pense que souvent, c'est pas parce qu'on va dire je vais être numéro mondial et que je vais gagner Roland-Garros que derrière, on va le faire. Et à l'inverse, bien sûr que quand on se met des objectifs simples, finalement, on voit qu'on les dépasse sans problème. Et ça, c'est aussi important, je pense, même pour les jeunes joueurs qui nous écoutent, de ne pas se mettre des objectifs trop hauts. Et c'est ce qu'a fait Joe Tsonga sur ce tournoi et ça marche très bien. Ça me rappelle Johan Crick, joueur sud-africain puis américain. Ah, qui tu était... l'aimes cette anecdote? Bah non, mais en 86, il arrive, il dit qu'est-ce que vous faites à Roland? Vous jouez jamais à Roland? Il dit je suis venu parce que ma femme voulait faire du shopping à Paris, puis il est demi-finaliste. Voilà, c'est tout à fait. Dans genre sans lever la pression. Vas-y, raconte l'histoire de la carte American Express tant que tu y es. Après, il dit alors vous êtes toujours là, en quart de finale, 8e de finale, il gagne, il bat Villas en quart. Bah ouais, mais quand je vois la facture de l'American Express de ma femme, je me dis que j'ai plutôt intérêt à gagner des matchs. Anecdote rigolote, c'était en 86. Bon, c'est vrai qu'il avait jamais gagné un match sur terre battue européenne avant cette l'année de Pernfors. L'année de Pernfors. Qui lui aussi avant avait ce prévu de Roland-Garros. partir. Peut-être que Roger, il pourrait dire la même chose. Ouais, Mirka sur Finalement, sur il faut Paris, arriver c'est décontracté. difficile. Bah ouais, Il faut réserver parce que j'aime bien acheter un Paris. billet d'avion après le 2e tour pour être sûr d'être là en 2e semaine. Quoi. Wilander aussi en 82 avait son billet d'avion avant son match contre Lundell. Est-ce que tu penses que notre ami Joe peut battre Novak Djokovic cet après-midi? Alors, non, enfin, elle a raison. La raison quand même te rattrape. Non, mais enfin, il faut dire non à cette question. Enfin, il faut répondre non. Mais si Djokovic fait un début de match comme il a fait contre Seppi et qu'il est mené 2-7-0, ce ne sera pas Seppi en face. Il faut que Djokovic soit... je ne sais pas, moi, Djokovic, je ne lui ai pas parlé. Je ne sais pas pourquoi. Il a fait ce match contre Seppi en 5-7. C'était quand même assez étonnant. Et rappelons que le numéro 1 mondial a été mené 2-0 et qu'il a réussi à retourner la situation. S'il fait la même chose contre Joe, non, ça peut passer. Ça peut passer. Bon, il fera peut-être pas 2 matchs de suite comme ça. Johnny Wilkinson a fait un mauvais match en quart de finale et en demi-finale, il a été énorme. Des grands joueurs, 2 mauvaises performances de suite, c'est rare. Un Djoko averti en vaut 2. Tu penses que... Alors, je pense qu'à partir des quarts de finale, c'est un autre Novak tournoi. Djokovic, bat Joe, se retrouve en finale, est-ce que c'est il y le aura- seul joueur qui a éventuellement les moyens d'inquiéter Rafael Nadal cette année si Nadal est en finale? Sait-on jamais. J'aurais rajouté... Pardon. J'aurais rajouté Bonne Del blague. Potro s'il n'avait pas un bandage. Rire. J'aurais rajouté Del Potro s'il n'avait pas un bandage à la cuisse gauche. On sait que Del Potro, avec sa taille, son revers à deux mains, Le est capable- bandage, à mon avis... il ne changera peut-être pas. Quoique à la c'est finale de la typo. Coupe Davis l'année Ouais. dernière, il était quand même pas loin Berdych de... en Berdych. face, Berdych il en l'avait battu il y a 4-7, 15 jours à S'il a mal au Madrid. genou, il ne bat pas Berdych en 4-7. Hein. Oui, Vu la oui, façon dont Berdych Non, non, joue mais- en ce moment. Non, il aurait peut-être pu le battre encore plus facilement. Qui sait. Non, mais en tout cas, il a traîné un peu la patte sur les premiers tours. Il perd un set contre Roger Vasselin, contre Montanes. Là, il y a un test contre Federer, mais c'est un peu indécis, moi, je trouve, Fling. dans le haut du tableau. C'est un peu indécis. L'autre joueur... Nadal va gagner, mais on ne sait pas contre qui. Voilà. Bon, écoute, c'est écrit. L'autre joueur qui impressionne quand même, c'est David Ferrer. On parle du nombre de jeux perdus par Rafael Nadal. Et il est pas mal, David. Et il est Ouais. pas mal, il est à 25 jeux perdus. Il joue à 11h, à 12h30, C'est il fini. est libéré. Midi Il a 45, toutes ses oui. journées. Et d'ailleurs, il est parfait, il la avance. programmation du tournoi, la direction du tournoi a vu juste parce qu'ils avaient mis un autre before midi et demi pour le match hier de La reprise du match de Joe. De de Joe. Joe avec un match J'avais pas vu, de il avait David fini, Ferrer à 11h. il avait fini avant, non? Juste. Ouais, pas longtemps avant. Quand ils se sont dit, bon, au cas où ça aille trop vite, on va pas quand même griller toute la journée. C'était impressionnant. En fait, quand il y a un match comme ça qui reprend, ils sont obligés de mettre un autre before parce que par rapport à la récupération que doivent avoir les joueurs, ils sont obligés de Ouais, c'est ça, mais ils se mettre sont dit, la ça peut aller reprise très, très à... vite, quoi. Ouais, non, ils sont un peu obligés de mettre un Mm. autre before quoi qu'il arrive. Et en plus, quand ils ont mis David Ferrer, ils se sont dit, on va encore On plus va assurer le s'assurer. coup, ouais.
Alors étonnamment, avec le tournoi de Wimbledon, le Roland Garros c'est le tournoi où David Ferrer est allé le moins loin. Est-ce que cette année, il a les moyens d'atteindre les demi-finales, ce qu'il a déjà fait à l'US Open ou à l'Open d'Australie ? Ce serait quand même justice et logique. Hein. C'est l'un des plus grands joueurs de terre battue, on l'a déjà dit ici même, de ces 10 dernières années. C'est quasiment incompréhensible qu'il ait jamais joué le dernier carré à Paris. Et pourquoi pas le voir aller au bout ? Tiens, on n'en parle pas. Et pourquoi pas une victoire à la Andrés Gomez ? Parce que je fais le lien avec Gomez parce que c'est la même chose. Gomez était l'un des grands second couteaux également des années 80. Et voilà, l'année de ses 30 ans, il avait gagné Roland Garros. Donc c'est faisable, même aujourd'hui, sous l'ère Nadal, pourquoi pas ? Quand on reprend ses matchs avec Nadal cette année, il les a certes perdus, il n'a pas gagné de manche, mais à chaque fois c'était extrêmement serré et ça a basculé en faveur de Rafa. Il ne peut pas battre Rafa. Parce que chaque fois qu'on lui demande qui est le meilleur joueur sur terre battue, il dit de manière très humble, parce que c'est peut-être un des mecs les plus humbles, Rafael. Tu veux qu'il réponde quoi ? Eh ben, je sais pas. Il va pas dire Steve Darcy. Non, mais je sais pas. Il faut qu'il se mette dans l'eau à un moment. Ouais. Il faut qu'il dise, je sais pas. Ok, Nadal, c'est Nadal, mais je suis pas loin. Quelque chose. Et là, en fait, tu sens il y a tellement de respect, que tu dis à un moment, ça joue sur la performance quand il est en face sur le court. Mais ça c'est le lot de tous les joueurs du circuit, cette espèce de comportement d'échec. Mais il ne peut pas en être autrement. Quand on arrive sur le court face à Rafael Nadal, qu'est-ce qu'on peut se dire dans cette tête ? Il y a qu'un zinzin qui ne s'est pas dit ça, c'est Söderling depuis 7 ans. Et Roddick contre Federer, il avait cette attitude en fait. Il refusait de dire c'est Federer le meilleur. On le regardait, on l'écoutait, on se dit mais il est fou ce mec. Et en fait, il avait peut-être pas tort. Il faut que David Ferrer, mais c'est génial, David Ferrer, c'est génialissime. En tout cas, David Ferrer, Andy Murray, parce qu'il faut, même si Murray n'a pas été supersonique lors de la saison sur terre battue, là ça fait quand même 2 matchs où il joue vraiment bien. Et entre la solidité de Ferrer et le talent, le génie même parfois d'Andy Murray, je pense que ça peut faire un truc absolument formidable. Ferrer en 3-7. Ah oui. Ah, t'es comme ça ? Oui. Tu partages cet avis, Camille ? Moi je dirais 4 ou 5. Moi, je vois un gros combat, surtout vu la prestation de Murray contre Richard, je l'ai trouvé juste extraordinaire de génie. Donc ça va être une belle confrontation. Les 2 derniers sets, c'était extraordinaire. Incroyable. Et David Ferrer, lui, son génie, c'est sur sa solidité, sa force mentale. Donc ça va être 2 oppositions de style. Et je pense que David Ferrer va gagner. C'est aussi mon choix affectif. Mais je pense que ça va être assez compliqué pour David de s'imposer aujourd'hui. Moi, je pense que Ferrer, c'est le 2e meilleur joueur sur terre battue. Tout simplement. De ces dernières années. Voilà. Ouais. Et il a fait, je pense qu'il est plus fort. Je pense qu'il est plus fort. Et je pense que Andy Murray, pour hier, Andy Murray, les 2 derniers sets, je pense que Richard, il sort du match. Si Richard, il sort pas de ce match, il reste concentré, s'il ne fait pas ses bêtises. Même s'il était toujours pas mal dans l'attitude. Il doit gagner ce match, en fait. On n'a pas évoqué Roger Federer quand même, qui est toujours là, en quart de finale. Il n'a pas très bien joué depuis le début du tournoi, il perd des 7, c'est un peu hésitant, malgré tout, il est quand même dans les 8 derniers. Et là aussi, l'affiche face à Juan Martín del Potro, elle est ultra alléchante. Alors certes, del Potro ne l'a pas battu depuis la finale de l'US Open, je crois qu'il est à 8 défaites de suite là, contre le Suisse, mais là... Moi, je mettrais bien une petite piécette sur c'est la revanche del Potro. Une demi-finale de l'année où Federer gagne le titre. Ouais, moi aussi, je mettrais une piécette sur l'Argentin. Tu aimes bien Juan Martín del Potro, Julien ? Oui, beaucoup, oui, parce que déjà, je trouve que physiquement, il dégage quelque chose d'assez étonnant. Si, c'est vrai. Hein. La bête, tu aimes les bêtes ? Non, Chewbacca. J'ai entendu des choses aussi que je n'oserais pas répéter parce que c'est pas très. Moi, je trouve qu'il a beaucoup de charisme, Juan Martín del Potro, même s'il est un petit peu. Tout le monde ne dit pas ça. S'il est un petit peu réservé, c'est vrai. Oui. Je trouve qu'il en a. Moi, je trouve qu'il a une gueule vraiment intéressante. Il a une gueule à faire du cinéma. Après, non, il a vraiment quelque chose et son jeu très brutal me convient, même si j'aime pas trop les filières qu'il utilise habituellement. Federer, oui, n'est pas, même sans impressionner, Federer est en quart de finale. Donc ça, c'est aussi incroyable. Ils ont une soupape de sécurité, les Federer, les Djoko. Ils sont capables de lâcher des 7 en route, mais ils sont toujours là. Mais le tournoi Roland Garros 2012 est vraiment très intéressant. On a Rafael Nadal qui domine absolument tout. C'est le seul à peu près qui va très très bien. Puis d'un autre côté, il y a le reste du monde qui crampe, qui souffre, qui lâche des 7, qui peine, qui abandonne sur des balles de match. On en a parlé tout à l'heure. Des trous de concentration comme Federer.
Federer, de temps en Ouais. temps. Et il même sort d'un Federer match. et Djokovic paraissent vachement humains cette année. Hein. On n'a pas 3 monstres et le reste. Là, on a juste Nadal et puis le reste. Donc c'est une configuration encore nouvelle. Et ça change finalement. Hein. C'est toujours les mêmes, mais ça change. Et c'est un Roland-Garros vraiment passionnant, je trouve. Ouais, je voulais juste te dire, Christophe, quand on voit les affiches des quarts de finale garçons, c'est juste extraordinaire. monumental. Donc forcément, les filles à côté, Tsonga, quoi qu'il se Federer, passe... Potro, Ferrer, Murray, Almagro, Nadal. Non mais comment on peut essayer d'équilibrer on y les est là, tableaux féminins et masculins quand on voit ces affiches. C'est juste, on est dans une époque là dans le tennis masculin qui est juste extraordinaire et je pense que les filles, il va falloir attendre un petit moment pour, même avec l'émergence de nouvelles stars, pour égaler ce genre d'affiches en quart de finale de Roland. C'est Et juste j'ai une extraordinaire. petite question pour vous deux. Là. Almagro, il est toujours qualifié? Il joue toujours ou pas? Ou il a perdu au premier tour? Je me souviens plus. En fait. Un petit peu. Oui, parce qu'on n'a pas prononcé son nom depuis le début de Oui. l'émission, c'est Oui. ça? Non, mais Alors, en plus, il devait perdre au premier tour. Il faut qu'on vous décode la Ah, blague oui, d'accord. d'Eli. Je crois que je comprends ça y est, ce ça que me tu es en revient. train de dire, même si Discuter avec j'étais Eli pas... avant le début du tournoi de cette fameuse règle. C'est pour savoir. Hein. Cette fameuse règle, qui a des exceptions évidemment, qui est qu'un joueur qui remporte un tournoi ATP la semaine précédant un tournoi du Grand Chelem perd très souvent au premier tour. Je pense que si vraiment on faisait la stat, on doit arriver à 70% des cas. Bon, et ben Almagro, il est en quart de finale. Ouais. Donc, un petit message à tous les joueurs de tennis professionnels. Si vous voulez faire le tournoi de Nice l'année prochaine, Voilà. n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ça vous... C'est une petite heure d'avion de Paris. Voilà, Richard Gasquet avait gagné le tournoi de Nice pour perdre au premier tour. Mais d'ailleurs, à il Roland-Garros avait eu un contre sacré Limmer. tirage Il y a 2 ans, aussi. puis l'année dernière. l'année L'année dernière, dernière, Almagro avait Hein gagné Nice. L'année dernière, Almagro gagne Nice et perd au premier tour. Oui, Et on cette est- année, voilà. il est en quart. Cette et année, il gagne peut-être aussi aller en Nice. demi. Et il est en quart. Bon, Bon, ça, on peut parier un truc, tiens. pour terminer, J'aime beaucoup parier Non, on des parie pas dans repas. le tennis, s'il te plaît. On parie pas dans le Tu tennis? sais bien que c'est interdit. Ah, tu veux pas parier sur la victoire d'Almagro sur Nadal avec moi, d'accord. allez, pour J'aurais terminer, gagné une entrecôte, hein, mais bon. je vous avais dit qu'on jouerait les Madame Irma, composition de la finale et nom du vainqueur, c'est dur. Ilaï, Moi, attaque. moi en premier, Ouais, c'est injuste. c'est trop injuste. D'abord les femmes, alors. On fait tous d'abord les femmes. Allez, vas-y. Sharapova, Errani. Victoire de Sharapova. Camille. Moi, j'ai plus le tableau en tête, au bas tableau. Donc, j'aurais dit un Sharapova Stosur, vu que j'ai dit Stosur vainqueur. Donc, si c'est possible et que voilà, je ne dis pas une sottise, est-ce qu'elle se rencontrerait en demi-finale? Mais je dirais Sharapova Stosur. Christophe, si tu peux vérifier, non. Si, On si, n'a mais pas, c'est ça. C'est Et ça. oui, Voilà. Sharapova est en bas de Absolument. tableau. Très Victoire bien. de Sharapova également pour moi, en 2-7. Sur qui? Contre qui vous voulez. Mais non, c'est pas juste. Vitova, Stosur. Implique-toi. Stosur, comme Camille, moi. Allez, moi je prends le parti d'une victoire de Kvitova. Et si elle n'est pas dans la même partie de tableau. Mais non, mais attends. Elle est dans la même partie de tableau que Sharapova. Oui, non, mais absolument. Mais est-ce qu'elle est dans la même partie de tableau que Angélique Kerber, l'allemande? Non. Non. Oh, Non. voilà. Kerber, Kerber. Kvitova. Ah, tu Je suis sors pas de- sûr que ça fasse un plaisir fou Si, aux si, elles organisateurs sont- de oh, je sais Roland-Garros si on a une finale Kerber, Kvitova, mais je prends des risques. Et Dans ce victoire de tournoi. Kvitova, tu dis? Absolument, absolument. Ok. Chez les messieurs. Nadal bat Novak Djokovic 6-2, 6-1, 6-1 en 1h55 devant un central à moitié plein, sous la pluie. Voilà, 7e Roland-Garros, bravo. Bravo à toi, Rafa. C'est bien. Allez, moi, je vais partir sur un Nadal Camille. Ferrer. Ah, c'est pas possible, c'est en demi, ça. C'est en demi? Ouais. Ah bon? Ouais. D'accord. Bah alors. Mais Camille, elle fait les pronostics à partir des demi, quoi. Mais en fait, c'est ça. Ouais. Bah non, bah alors un petit Djoko Nadal. Hein. Je vais pas être original, mais je vais essayer de gagner. Quoi. Je suis Avec le score. et 4-7 moi. Oh là. Ah, bravo, Novak. Nadal Ah. Federer. Ouais. 5-7. C'est vrai que ça fait rire. Te laisse pas démonter là Pas du par tout, cette mais tu espèce vois, de. même pas je souris, quoi. Je suis limite vexé. 5-7, match épique. Ouais. Ok, Federer, Que l'on n'oubliera pas. Federer est là. Hmm. Pour une fois en finale contre Rafa à Roland, je précise. D'accord, ouais. Il est au rendez-vous. Et c'est un truc, c'est le match qu'on attend depuis des années entre les deux à Roland. Ouais. Mais Nadal gagne quand même. Bon, Ok. moi je vais encore prendre des risques. Nadal, Djoko en finale et victoire stupéfiante de Novak Djokovic. Tin, tin, tin. Je sais que ça vous laisse complètement Et là, froid. il rigole pas parce que Non. c'est toi le patron. hein, mais si c'était moi qui avais dit ça.
Bon, c'est assez improbable, je vous Il y a l'accorde. un lot à gagner, mais bon, là, parce que je sens que je suis bien parti. Quand un même. panier garni, D'accord. saucisson, rillettes, Génial. que Bon, des choses c'est pour bon. toi. Ah, bah, c'est formidable. Bon, malheureusement, on va devoir en terminer et on va passer à notre générique de fin. Radio Tennis Play. Radio Tennis Play numéro 18, c'est terminé. Merci à vous trois, merci à Jean-Paul Lotte qui nous a quittés en cours de route. Les rats Jean-Paul. quittent le navire. Merci aux équipes de RTL et de Tennis Play. Vous pouvez toujours nous contacter via notre page Facebook Tennis Play, notre compte Twitter Tennis Play TV ou par mail à l'adresse contact@tennisplay.fr. Pendant Roland-Garros, je vous rappelle que Tennis Play est toujours sur le front, bien sûr. On vous propose chaque jour un coup de zoom sur l'un des matchs mythiques de l'histoire du tournoi. Un match qui vous est évidemment proposé sur Tennis Play, canal 140 de la Freebox ou par le menu VOD et évidemment sur internet tennisplay.fr. Allez, rendez-vous la semaine prochaine pour tirer le bilan de Roland-Garros et on verra si on a été bon. Car pour aujourd'hui... C'est fini, Michel! C'est fini! C'est fini!